J'ai dit tout à l'heure, le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Mais j'ai envie de vous dire, le racisme n'est pas une tare morale, bien sûr que c'en est une. Mais le racisme est un combat politique, des uns contre les autres. Le racisme est l'arme numéro 1 pour assigner des gens et leur assigner des comportements liés à leur apparence physique ou à leur religion. Le racisme est une arme de guerre de l'ennemi pour diviser son principal adversaire, l'unité du peuple qui peut se faire quand chacun comprend que tout autre être humain est semblable à soi en tout point par ses besoins autant que par son organisation et sa pensée. C'est contre cette idée qui fonde l'humanité universelle comme un tout universel, qui fonde l'humanité comme sujet d'une créolisation où les cultures se rencontrent, les habitudes, les mœurs. Et alors, oui, monsieur Zemmour, il y a un grand remplacement. Oui, monsieur Bayrou, il y a un grand remplacement. Quel est ce remplacement? Ce remplacement, c'est celui d'une génération qui vient après l'autre et qui ne ressemblera jamais à la précédente. Vous autres qui avez eu la chance de vous mélanger, de vous découvrir, de vous entendre chanter, parler, cuisiner, jouer de la musique. Vous savez l'importance de ce mélange, l'importance de cette créolisation qui crée du neuf. Car non, le futur n'est pas voué à être le passé toujours recommencé. Et il y en a assez de passer son temps à faire l'apologie de la tradition. J'ai même entendu des gens me dire « Nous sommes les dépositaires d'une tradition et nous devons la défendre. » Mais ah oui, ben allez-y, allez-y. Essayez de lire un texte du XVIe siècle dans la langue de l'époque, vous ne comprendrez pas deux mots. Qu'est-ce que vous nous racontez? Pourquoi vous opposez toujours la tradition immobile, la tradition figée? Pourquoi ne pas lui parler de l'autre tradition humaine? Celle qui est qu'on se mélange, qu'on avance, qu'on fait surgir sans arrêt des idées nouvelles de la rencontre. Celle-là, elle est belle, elle est grande. Et évidemment, c'est le destin promis de l'humanité. Les gars, on allait acheter un burger pour François. Et en gros, j'arrive dans le magasin et ils nous disent qu'ils sont fermés. Donc au début, on se dit putain, bizarre, ils sont fermés et tout, on va pas pouvoir manger, tu vois. Et là, ils nous disent non, on a juste des nuggets. Et la meuf, il y avait une rebeu qui était devant le comptoir qui nous dit, une cliente, hein, qui nous dit non, j'ai déjà mangé, j'ai déjà pris toutes les nuggets. Et là, du coup, avec François, on se regarde, on fait wesh, bizarre. Mais on dit rien, tu vois, juste on se regarde bizarre parce que il y a la cliente qui nous dit qu'elle a tout mangé alors que le gérant, il nous dit que non. Et là, elle est au téléphone avec sa pote, elle dit ouais, je vais les gifler, ces blancs de merde, toujours les mêmes et tout. En plein Nice, comme ça. Il est minuit, on veut juste un burger tranquille, on n'a rien demandé. Et t'as une meuf qui nous dit « Je vais les gifler ces blancs de merde ». Waouh, la claque. La réalité, c'est qu'il y a une nouvelle France. Et que cette nouvelle France, c'est la nôtre. La ruralité qu'on nous jette à la figure n'existe pas. Elle n'est plus peuplée de paysans comme autrefois. Il n'y a plus que 2% de la population du pays qui est paysanne. Il y avait 7 millions de paysans en 1945. Il en reste à peine 400 000, tellement leur situation a été mal gérée par leurs dirigeants. Et eux ont continué à faire la piétaille qui leur sert, qu'on pousse en avant dans les manifs et qui maintenant se trouvent démunis de tout. La nouvelle ruralité n'est pas non plus composée de ce rêve fou de Français de souche qui seraient là, restés comme sur une île. Ce n'est pas vrai. La ruralité est brassée, et pour ceux qui ne le savent pas, arrivent dans la ruralité pour acheter ce qu'on peut y acheter, quand on peut y acheter quelque chose, parce qu'il se trouve que la crise du logement est la première des crises qui atteint la population de la ruralité et la jeune génération. C'est qu'il y a une crise du logement. Eh bien, ceux qui arrivent sont ceux qui, ayant réussi socialement à l'école et réussi socialement d'une manière générale, en tout cas assez pour avoir 3-4 sous pour pouvoir acheter la maison dont on rêve et y installer sa propre famille. Eh bien, c'est celle qui arrive des quartiers populaires en ce moment. Cessez donc d'imaginer une France du passé qui n'est plus là. Acceptez celle qui est là et dites-vous bien
comme je le dis à chacun des jeunes gens que je croise et dont je sais qu'ils sont nés comme moi au Maghreb ou bien encore ailleurs. Cette partie du pays est à nous, c'est notre patrie, c'est notre pays, c'est là que naîtront vos enfants, c'est là que naîtront vos petits-enfants. Ce pays est à nous tous. Voilà pourquoi je parle de la Nouvelle-France. Donc vous dites que la France c'est juste pour l'argent? Ouais, juste pour l'argent. Parce qu'ils ont baisé l'Algérie. Ils ont resté 101 siècle et 30 ans. Les Turcs aussi avant, ils sont Ouais, restés les longtemps. Turcs, mais les Français, ils ont... Et les Arabes aussi. 130. Les Arabes, ils sont allés en Un Algérie. Français d'origine. Ma mère est colombienne. Mais je veux dire, il n'y a pas que les Français qui ont envahi l'Algérie. Enfin, Colombia, Bogota. Colombia, vive Colombia. ouais. Bah oui, mais il faut la France, les donne pour nous le travail. Donne les haragali, sans papier, le travail, t'inquiète. Ok. On est là. Meine Arbeit für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin. Vous vous foutez de la situation concrète des Français qui, eux, vivent effectivement mais moi, je suis élu, le gel pas des vous, en fait. embauches, le gel des... Ah voilà, ça c'est l'argument massif Bah oui, quand c'est vous n'en l'argument avez massif, plus. oui. Bah oui, Non, c'est c'est pas l'argument quand l'argument, vous n'en avez plus. j'en ai bien Oui, mais d'autres. moi je suis dans la J'en ai réalité, vous pas voyez, du moi tout, je vous êtes suis sur les indépendant. plateaux, Bah non, pas du vous tout. vivez de Pas du tout, prébendes, je suis un avocat. De quelle prébende? du De monde quelle prébende? médiatique, Mais pas du vous êtes tout. sur les plateaux gratuits de Si matin vous midi et saviez soir. par rapport aux Ouais, prébendes c'est des ça, élus... mais mon bon, cher ça vire au règlement de compte, Non, on va non, peut-être mais pas ça lancer. non, mais ça vire au n'importe quoi. C'est bon, Moi je suis dans la réalité, je suis un petit chef Mais d'entreprise vous n'êtes pas un chef indépendant. d'entreprise, vous êtes un fils à papa. Si, pas du tout. Je suis subventionné pas par du le tout. système. Mais pas du tout, pas du tout. Je suis un chef d'entreprise indépendant. ça Quand vous va, aurez créé c'est un emploi, Bon allez, on va vous viendrez en parler. avancer. Quand vous aurez gagné un On va avancer centime parce que sinon on va pas s'en d'argent sortir et ça privé, va durer vous encore viendrez plus en donner des minutes. sous. Vous gagnez Bon. plus d'argent Vous privé gagnez, que vous vous. viendrez Alors donner des sous. attendez. Donc, non, moi, je trouve qu'il y a Attendez, beaucoup on de s'entend plus. désinvolture. Imagine t'habites à Paris et imagine à côté de chez toi il y a un terrain vide où il se passe rien du tout. Imagine t'aurais envie d'exploiter ce terrain pour en faire un truc trop cool mais tu saurais pas comment t'y prendre. Un truc trop cool ça peut être genre un cinéma en plein air, un truc pour faire la teuf ou un parc à chiens par exemple. Ou un parc à chiens par exemple. J'en ai dans les sourcils. Imagine qu'il y ait plein de gens qui trouvent ton idée grave cool et que carrément ils votent pour qu'elle soit réalisée par quelqu'un, genre la mairie. Du coup, imagine qu'il y ait un max de thunes qui tombe du ciel pour réaliser ton projet. Imagine toi en plus t'as même pas à lever le petit doigt pour réaliser le truc, genre ça se réalise tout seul. Et imagine, genre 1 an plus tard, t'es en train de faire la teuf dans cet endroit que tu t'étais imaginé tous les matins quand tu passais devant. Trop cool. Bah imagine qu'en fait, il y a un site qui te permet de réaliser tous tes projets et si t'as pas d'idée, tu peux voter pour celle des autres. Alors, vous devenez visiblement une cible régulière, puisque l'émission, je le disais tout à l'heure, jusqu'à 1 million de téléspectateurs, et plus d'1 million de téléspectateurs chaque vendredi soir, 800 000 le samedi matin. Et donc, c'est peut-être, ça peut déranger quelques âmes chagrines. Et j'ai vu une séquence le week-end dernier, et c'est une séquence qui a attiré aussi votre attention, dans l'émission Quelle époque de Léa Salamé, l'excellente Léa Salamé, qui recevait le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Et il s'est prêté au jeu du photoball. Je le dis aux téléspectateurs qui ne connaissent pas la séquence, il pose une question à la personnalité qui voit apparaître à l'écran. D'accord ? Et donc vient à ce moment-là la photo d'un certain Bruno Retailleau. Regardons la séquence. Bruno Retailleau. Attention aux influenceurs vendéens. Ok. Mais de qui parle-t-il? Geoffroy Lejeune. Philippe, est-ce que vous vous êtes senti visé par cette formule influenceur vendéen et qu'est-ce que vous lui répondez au ministre des Affaires étrangères? Alors, je me suis senti visé, oui. Et alors, la règle du jeu, c'est que vous êtes Léa Salamé un instant. Exactement. Et donc, Léa Salamé, vous me posez une question, qu'est-ce que je réponds? Bon, voilà, quelle question vous aviez la photo de Jean-Noël Barrot. Alors voilà, c'est ça. Je vous présente la photo de Jean-Noël Barrot. Voilà. Et donc, quelle question vous posez à Jean-Noël Barrot, monsieur Voilà. Philippe Et alors, Devilliers? moi, je lui pose une question. Qu'est-ce que ça fait, Jean-Noël Barrot, monsieur le ministre des Affaires étrangères de la France, qu'est-ce que ça fait de vivre couché toute la journée? Pourquoi non? De vivre couché au pied du président algérien, pendant que Boualem Sansal est en train de mourir en prison. De vivre couché auprès du président comorien,
pendant que les Comoriens clandestins sont en train d'envahir, de submerger Mayotte, de vivre couché auprès du président de l'Azerbaïdjan qui est en train de fomenter un mouvement décolonial en Nouvelle-Calédonie, de vivre couché au pied de Madame van der Leyen, l'impératrice, qui est en train de conclure sur notre dos pour faire crever nos agriculteurs le Mercosur, de vivre couché en fait auprès des uns, auprès des autres, alors même que la France est chassée de l'Afrique, qu'elle n'existe plus au Moyen-Orient, que Trump nous prend à la rigolade, et tout ce que fait le ministre des Affaires étrangères, il est allé voir son collègue du Danemark pour lui dire « Vous inquiétez pas, on enverra des troupes pour protéger le Groenland. » Alors on est fâché avec les Russes, maintenant on se fâche avec les Américains. Voilà. Et en fait, je vais vous dire une chose à tous les deux. Vous qui êtes des garçons cultivés, quand vous regardez Jean-Noël Barrot, ce ludion frivole, vous ne dites pas bon, c'est le successeur de Talleyrand et de Vergennes et de Couve de Murville. Et c'est là qu'on mesure la pente descendue. C'est Saint-Exupéry disait « Quand j'entends un chant villageois du XVe siècle, je mesure la pente descendue. » Et moi, quand je vois Jean-Noël Barrot dans une émission de variété, avec une journaliste d'ailleurs excellente, par ailleurs, réputée, que je connais, qui m'a toujours bien traité. Mais quand même, il a autre chose à faire, non? Bouhelem va mourir. Et pendant ce temps-là, il parle des influenceurs algériens. En parlant de moi. Je suis si dangereux que ça. Non, mais les influenceurs algériens en parlant de moi. C'est-à-dire qu'en fait, il me fait passer pour un influenceur algérien. Ah, c'est comme ça que vous l'avez. Oui. Est-ce qu'on remarquez, si je suis influenceur algérien, peut-être que j'aurai un message du président Macron, parce qu'il est sur TikTok. Il est TikToker maintenant. Et j'ai pas entendu, pardonnez-moi Philippe. Emmanuel Macron, il répond aux TikTokers. Bien sûr. Oui, c'est vrai. Ça. Oui, oui. Non, mais à un moment donné, je me suis senti débranché, là, par votre incompréhension. Voilà. Bon, non, tout ça est dérisoire, en fait. Hein. C'est grave. Le pays coule. On a le Quai d'Orsay. Vous vous rendez compte, au Quai d'Orsay, il y avait ce qu'on appelait, du temps de mon ami Gilbert Perrol, qui était l'ancien chef de cabinet du général de Gaulle, qui m'a formé à la diplomatie avec Dominique Couchet. Il disait, il y a le fauteuil de Vergennes. Et le premier geste du nouveau ministre, c'est d'aller dans le fauteuil de Vergennes. Vergennes, c'est lui qui a permis quand même aux États-Unis d'exister, c'est pas n'importe quoi. Et je me dis que le fauteuil de Vergennes est décidément trop grand pour M. Barrot. Voilà votre réponse, Philippe de Villiers. Oui, elle est gentille. À cette... Ah bah... je connais des... Ça pourrait être pire. Oui, j'imagine. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate